l'impact des fonds propres sur la réalisation et le prix des projets immobiliers? En règle générale, l'emprunt coûte moins cher que les fonds propres. Par conséquent, il est plus intéressant de financer des projets en employant le financement par l'emprunt et de s'appuyer également sur le savoir-faire bancaire en Europe. Mais comme on a pu le constater, l'apport en capitaux reste nécessaire et il faut trouver des investisseurs intéressés et ce très souvent avant toute opération. Or, il n'est pas facile de trouver du capital du fait même de son coût. En faisant une analyse comparée des coûts des capitaux investis, on remarque que le secteur immobilier rémunère moins les capitaux investis que dans les autres filières économiques. Et ce, alors que la prime du risque est presque identique pour le porteur du projet ou le propriétaire immobilier. Lorsque l'analyse du risque immobilier porte sur l'actif immobilier lui-même, dans le cadre d'une gestion de portefeuille immobilier, la situation est différente. Quand on aborde le risque financier, il faut rappeler un élément essentiel. Imaginons deux opportunités d'investissement qui nous sont présentées. La première promettant 5% de retour sur investissement annuel et avec une certaine constance de l'écart type de 5% de la valeur. La deuxième promettant 25% mais avec 20% de cet écart type, ce qu'on désigne aussi par volatilité. Pour placer votre épargne, laquelle vous séduirait le plus? Lorsqu'on creuse, on découvre que la première offre est liée à la prise de participation dans une société de promotion immobilière, tandis que la deuxième concerne une prise de participation dans une société du CAC 40. En analysant le risque de ne pas atteindre les performances projetées, il serait certainement plus sage de s'engager sur l'opportunité. Certes, avec un retour moindre à 5%, mais avec un risque de non-performance bien moindre. L'élément le plus important à rappeler est donc qu'une analyse de performance financière requiert toujours une analyse concomitante du risque. Dans ce contexte, un actif immobilier vert et durable améliore le ratio de Sharpe par la minimisation du risque ESG qu'il apporte. Stranded Assets, passifs environnementaux, risques réglementaires, physiques ou technologiques. C'est le ratio de Sharpe qui mesure la rentabilité excédentaire d'un portefeuille d'actifs par rapport au taux de l'argent sans risque divisé par l'écart type de cette rentabilité. C'est alors une mesure de la rentabilité marginale par unité de risque. Plus le ratio de Sharpe d'un portefeuille d'actifs est élevé, meilleure est la rentabilité excédentaire par rapport au risque supplémentaire pris à l'endroit d'une obligation d'État sur le long terme, par exemple. Un ratio de Sharpe négatif démontre l'absence d'intérêt de prendre le risque d'investir dans un portefeuille d'actifs. Dans ce cas précis, il est préférable de rester sur un investissement dans des obligations d'État sur le long terme. Ce ratio explique pourquoi, malgré un WACC minoré par rapport aux autres filières économiques, l'actif immobilier attire tout de même des investisseurs de par la stabilité des rendements générés. La prime de risque part donc du principe que les investisseurs voient un risque supplémentaire dans l'investissement financier dans les entreprises par rapport aux investissements sans risque. La prime de risque du marché décrit les rendements exigés par un investisseur au-dessus du taux sans risque pour la détention d'un portefeuille de marché qui contient des titres risqués. On a constaté que le secteur immobilier avait une prime de risque similaire aux autres secteurs économiques. Or, le passage d'un projet immobilier classique à un projet d'immobilier durable requiert des investissements supplémentaires qui accroissent la fraction en capital supplémentaire à rechercher. Il s'agit par exemple de l'accès handicap, de la surisolation, du doublement des postes énergétiques verts et classiques. Ainsi, ce besoin en capital supplémentaire se répercutera sur le prix au mètre carré vendu, ce qui fait du logement durable un logement plus cher à l'achat et donc plus difficile à financer du point de vue du banquier. Il en découle une image de l'immobilier durable plus risquée à financer dans le landerneau bancaire. C'est ce qui explique les réticences des investisseurs immobiliers à investir dans des bâtiments réellement verts. Le coût du capital est le taux de rentabilité que l'entreprise doit dégager pour être attractive à l'endroit des investisseurs qui sont les apporteurs de capitaux. Pendant une vingtaine d'années, l'immobilier s'est présenté comme le placement le plus rentable devant l'or et les actions, autant en direct que via des SCPI et des sociétés foncières.
Or, on a pu constater que ce coût se reportait sur le prix du bien immobilier. Ce facteur montre que la montée des prix de l'immobilier ne résulte pas uniquement d'un mécanisme de marché. Les prix montent parce que la demande est plus forte que l'offre, ou parce que les taux d'emprunt diminuent, ce qui permet d'emprunter plus à mensualité constante. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Le résultat d'une montée du coût du capital a une forte incidence sur le coût de production immobilière. Une trop forte montée du coût du capital peut mener à une baisse de la demande immobilière. On peut le vérifier dans le marché de l'immobilier industriel. Une analyse prospective anticipe une augmentation du coût de capital de 5,1% à la fin de 2018 à 6,4% en 2023. Cette hausse des prix du capital devrait faire baisser la demande d'entrepôts neufs, d'autant que les locataires et les propriétaires préfèrent se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité des espaces déjà existants. À travers ces exemples, on voit la forte influence du coût du capital sur la faisabilité d'un projet et encore plus d'un projet d'immobilier durable qui requiert plus d'équipements, surplus d'isolation, doublement des postes d'énergie, surcoût de conception bioclimatique, etc. par rapport à un bien immobilier standard. Le promoteur immobilier cherchera donc à diversifier ses canaux d'accès au capital via de nouveaux canaux d'investissement tels que le crowdfunding immobilier. Il cherchera aussi à abaisser le coût du capital en baissant le profil de risque de son projet grâce à la prévente immobilière. La prévente en immobilier. Afin de faciliter l'accès au financement bancaire, le promoteur a la possibilité de financer les travaux d'une opération en vendant des appartements largement en amont de leur livraison. Cette prévente favorise la finalisation du bouclage du financement bancaire entre 15 à 20% en fonds propres, 40% en emprunt bancaire, 40% pour les ventes en pré-commercialisation, la VEFA. Ce taux de prévente peut parfois être plus poussé dans le cadre des logements verts pour montrer que, en dépit de la hausse du coût au mètre carré du logement vert, celui-ci trouve un public capable de dépenser plus pour ce type de produit qui, il faut le rappeler, favorise la diminution des charges d'exploitation. L'autre effet de la VEFA est de minimiser le risque de perte commerciale qui est une des composantes d'analyse du risque de crédit et par conséquent du taux de financement. Le crowdfunding immobilier. Le crowdfunding, encore appelé financement participatif, se présente comme un outil de collecte de fonds opéré à travers une plateforme internet. Le terme funding est équivoque car il désigne en anglais le financement à la fois par dette et par capital, alors qu'en Europe, ces deux pratiques sont clairement séparées. En réalité, on s'intéressera au financement participatif sous forme de capital. En France, le crowdfunding a fait son entrée entre 2007 et 2008 pendant la crise financière. Cette crise a provoqué un durcissement des ratios financiers dit accord Bâle 3, ce qui a obligé les banques à élever les exigences de fonds propres de leurs clients afin d'accéder au crédit bancaire. Les plateformes de crowdfunding deviennent une solution hors banque pour atteindre le seuil prudentiel de l'apport en fonds propres du promoteur pour la validation d'un prêt bancaire sur une opération donnée. Ces plateformes favorisent l'augmentation des fonds propres des entreprises, ce qui leur permet ultérieurement de bénéficier de financements bancaires traditionnels. En matière de logistique de financement, il y a un continuum d'activités entre la banque traditionnelle et la plateforme. Toutefois, il faut constamment se rappeler l'influence du coût financier du capital et de la dette. La baisse des taux d'intérêt du crédit bancaire ne devant pas masquer une augmentation des coûts d'investissement. Les sites participatifs se financent essentiellement en prélevant des frais sur les opérations de collecte avec un pourcentage du montant collecté environnant généralement 5%. Dans la pratique, passer par une plateforme ne diminue pas les coûts de collecte et les taux d'investissement se trouvent calqués sur ceux des investissements classiques, à savoir 12-14%. Cette réalité oblige à être très sélectif sur les dossiers. Le crowdfunding immobilier connaît un rythme de croissance très soutenu d'investissement. 373 millions d'euros en 2019, soit plus de 102%, dont 79% en résidentiel, avec 689 milliers d'euros collectés en moyenne sur 544 projets, soit
plus de 59% de projets. Cependant, à l'instar de tous les produits de private equity, le crowdfunding immobilier n'est pas sans risque. L'investisseur peut perdre tout son capital, même si le taux de défaut de remboursement est minime pour l'instant, 0,57% en 2019. Cette filière a connu en 2017 la faillite d'un promoteur, Terla, et en 2018 celle d'une plateforme, Uniland. Ce modèle demeure toujours difficile d'accès pour l'immobilier durable de par ses plateformes, son public et sa mise en œuvre différente. L'alternative est donc de recourir à des plateformes de financement solidaire. Ces dernières ont la même mécanique. Toutefois, le coût de l'argent investi est généralement moindre et le public visé, lui, est très différent.